bonsoir Christiane Taubira, rebonsoir. C'est Bonsoir, qu'on a Aliette. pas mal parlé. Il faudrait passer 1 heure à commenter ces images, parce que des extraits restent des extraits. Bien sûr, mais on va en reparler, Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'on vient de parler de l'art oratoire des femmes en meeting. Certains ont dit c'est plus compliqué pour les femmes, ou d'autres ont dit c'est de la misogynie quand on critique les femmes qui font des meetings. Ben vous chantez, vous déclamez des poèmes, vous faites des discours. Alors, est-ce que c'était misogyne de critiquer Valérie Pécresse avant-hier? Non, mais incontestablement, dans le monde politique en particulier, dans le monde des affaires très probablement aussi, mais dans le monde politique, il y a une dureté à l'endroit des femmes, à l'encontre des femmes. Il y a une sévérité, une exigence plus grande, et on le voit dans cette campagne encore. Et dans cette campagne, on exige des femmes une précision à la décimale, on exige qu'elles soient compétentes sur tous les détails qu'elles n'auront pas à régler en tant que présidente, alors qu'on passe sur des tas d'approximations d'hommes qui sont des approximations normales aussi, parce qu'eux n'ont pas à être très précis dans le détail non plus en tant que potentiel président. Mais il y a une sévérité, il y a une exigence, il y a... C'est pas une sévérité ou une exigence qui est naturelle en campagne présidentielle? Non, mais on le constate. Il y a mille exemples tous les jours. Il y a des propos imprécis d'hommes qui n'ont pas besoin d'ailleurs d'être davantage précis. Sur ce plateau, on les a critiqués, hein, on y reviendra, mais les candidats passent au... Bien sûr, mais passent au... passer 24 heures passent sur le grill. Mais non, il y a une violence permanente dans le monde politique, y compris contre les hommes. Elle est décuplée contre les femmes. Et dans cette campagne présidentielle en particulier, il y a une très grande sévérité à l'encontre des femmes. Et donc, quand je vous parle des critiques sur Valérie Pécresse qui dit que c'était de la misogynie, vous êtes d'accord? Alors, moi, le problème problème que pose Valérie Pécresse est dans le fond. J'ai entendu beaucoup de commentaires sur la forme, effectivement, de son expression. Et vous parliez tout à l'heure de l'aisance en meeting. C'est une fonction tribunicienne, effectivement, de parler à ses concitoyennes, concitoyens, de vouloir les accompagner, parfois même oser vouloir les guider sur un chemin qui soit un chemin collectif. Donc, c'est quand même une audace. C'est incontestablement une audace. Mais le problème avec Valérie Pécresse, c'est le fond. Ce sont les idées qu'elle a défendues. C'est la thématique d'extrême droite qu'elle a reprise dans son discours. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une droite républicaine qui semble complètement désorientée, qui semble prête à toutes les concessions. Et je pense qu'il est bon pour la démocratie que la droite républicaine reste la droite républicaine et que l'extrême droite fasse son affaire de la haine, de l'exclusion, de toutes les intolérances qu'elle porte en elle. Juste un mot, parce qu'on a vu beaucoup de femmes soutenir Valérie Pécresse en disant que c'était misogyne. Je conclus sur ce chapitre. Vous dites pas ça, vous dites ce sont les idées et c'est pas... Je dis que toutes les femmes sont exposées, toutes les femmes prennent des brutalités, toutes les femmes subissent des violences symboliques, toutes les femmes. Ça n'empêche qu'une femme doit porter des idées claires et celles de Mme Pécresse sont très inquiétantes. Alors, venons à votre campagne. Et moi, ma question, elle va être directe et claire. Hein. Est-ce que vous êtes toujours candidate ce soir? La preuve, Madame Medvedev. Oui, parce que c'est vrai qu'hier soir, on a appris que le Parti radical de gauche vous lâchez, alors que vous y avez appartenu, vous étiez même la candidate il y a quelques années. Et que Sans y appartenir. À l'époque, j'y ai adhéré après. C'est ça. Et là, c'est pareil, vous n'étiez pas membre, mais vous soutenez. Absolument. Et vous attendiez leur parrainage, leur soutien. Absolument. Ils vous ont lâché. Les parrainages, on a aujourd'hui le point du Conseil constitutionnel, il y en a 73 validés, c'est dans 17 jours la date limite. Vous avez fait aussi un appel aux dons, parce que vous avez besoin de financer votre campagne. Alors, bon, c'est normal qu'on se dise, mais elle peut y arriver. Alors, je suis très, très sensible à votre inquiétude, mais on va expliquer les choses quand même. Alors, c'est une inquiétude et une information. Mais bien entendu, le PRG, et je sais que vous relayez, le PRG, effectivement, alors, m'a lâché. Bon, on peut dire les choses comme ça. Le PRG est un beau parti, par son histoire, par ses valeurs, par ses grandes figures. Je pense à Mendès France, par exemple, mais aussi par ses militantes, ses élus, son implantation territoriale, ses jeunes, son attention aux territoires ruraux et sa préoccupation. Donc c'est décevant. Les habitants. Non, moi, en tout cas, décevant. Non, moi, je ne fais pas de la politique en termes de déception. Non. Simplement, il arrive toujours un moment. Il arrive toujours un moment
où soit le patron du PS, soit le candidat PS siffle la fin de la liberté du PRG. Voilà. Donc nous y sommes. J'observe simplement qu'il y a quand même des élus PRG qui disent publiquement qu'ils vont maintenir, ils vont confirmer la promesse de parrainage qu'ils ont faite. Mes équipes sont sur le terrain. Le PRG était une composante de ma base de campagne. Ma campagne repose principalement sur des citoyennes et des citoyens, sur des bénévoles, sur des mouvements, sur des collectifs. Donc nous allons continuer. Et évidemment, je remercie le PRG pour la part... Parti radical de gauche, pour tous ceux qui ne connaissent pas, même si on le répète. Parti radical voilà. de gauche, voilà, pour la part qu'il a prise jusqu'alors dans la campagne, mais il en est une composante. Moi, ma candidature repose sur un socle démocratique important, hein, c'est le plus important, y compris en comparaison au socle démocratique cumulé des autres candidats, je parle de la gauche exclusivement, bien entendu. Donc voilà, cette campagne se poursuit. Les membres du collectif partent à l'assaut des maires, vont les convaincre, les persuader. Ça urge. Et moi, oui, bien entendu, mais il n'y a pas de panique chez nous. Alors, autre question. Il y a une inquiétude néanmoins, parce que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que le fait que ma candidature repose sur une primaire populaire, où près d'1 million de personnes se sont inscrites pour voter. Et que... 450 000. Alors, il y avait 467 000 inscrits. Voilà. Oui, donc c'est pas 1 million, c'est 450 000. Voilà, j'ai dit un demi-million. Ah, pardon, excusez-moi. Presque un demi-million. Pardon. Presque un demi-million. J'ai entendu 1 million, pardon. Parce que, voilà, c'est plus court à dire. Non, mais il n'y a pas de problème. Et ça donne la mesure, ça donne l'échelle. Donc, voilà. Donc, il y aurait un sujet, nous verrons bien le 4 mars, mais il y aurait un sujet à ce qu'une candidature reposant sur un tel socle démocratique soit empêchée par le processus des parrainages, que je ne n'aurais pas en cause en tant que tel, mais il y aurait un vrai sujet sur notre démocratie. Donc vous nous dites que le Parti socialiste vous empêche et a empêché les radicaux de gauche de vous soutenir. Clairement, c'est ce que vous dites ainsi. Non, je dis très clairement qu'il arrive toujours un moment, je l'ai vécu il y a 20 ans, il arrive toujours un moment où... Alors, c'est la presse même qui a fait état d'un appel de Mme Hidalgo à M. Bailey. Par exemple, c'est la presse qui en a fait état. Moi, je ne peux pas en apporter la preuve, puisque ce n'est pas moi qui détiens l'information. Mais voilà, donc je répète qu'effectivement, la réalité, c'est le paysage. Le paysage, c'est que chaque parti politique, profondément en déclin, a une candidate ou un candidat. C'est ça la réalité. Les manœuvres de parti se poursuivent, elles survissent tant bien que mal. Mais ça, c'est un Alors, monde parlons révolu. de la primaire populaire, Christiane Taubira. Cela. La primaire populaire, qui vous a élu L'objectif, c'était d'arriver à unifier la gauche. Absolument. Et y compris au sein de la primaire populaire, je crois savoir qu'on s'inquiète parce que vous n'êtes pas parvenu à unifier la gauche. Et dans notre sondage, il y a toujours 7 candidats de gauche et vous êtes la 3e, enfin, vous la 4e, c'est-à-dire qu'il y a Mélenchon, Jadot, vous, Roussel, Hidalgo et puis d'autres, évidemment. Donc, bon, le contrat n'est pas rempli. Alors, pardon. Alors, je suis enchantée de savoir que vous portez la parole de la primaire populaire, en l'occurrence. Je les connais bien et je les ai reçus ici. Tant mieux. Pour ma part, je n'ai pas reçu de message de cette nature. Simplement, l'union à gauche, elle se fait sur le terrain, le rassemblement, dans mes déplacements. Dans mes déplacements, il y a les citoyens dont je parlais, les collectifs dont je parlais, il y a des membres de la primaire populaire, il y a des membres de mouvements associatifs, de collectifs, de comités, de causes, etc. Et il y a des militants socialistes, communistes, écologistes. Il y a des militants radicaux de gauche. Il y a des militants qui ont l'habitude de se parler, de se rencontrer sur le terrain, qui viennent dans nos réunions, qui viennent dans nos événements, qui se parlent, qui disent leurs nuances, leurs désaccords, etc. Donc le rassemblement à gauche, il se fait. Pour le reste, pardon, Madame Elkaïev, j'ai rempli mon contrat et je continuerai à le remplir. Je dis que moi, je reste disponible pour toute conversation entre les candidates et candidats de gauche et que je n'y mets aucun préalable. Contrairement à ceux qui, pendant 1 an, ont dit « il faut l'union, venez vous réunir derrière moi ». Je n'y mets aucun préalable. Mais je ne vais pas trahir un mandat. J'ai la responsabilité de porter cette parole de gauche parce que c'était le mandat, a priori, avant le vote, c'était le mandat pour la primaire populaire et de porter le socle commun. Ce socle commun a été construit avec la primaire populaire
Vous dites, je Par ne porte tous pas les de préalable, partis- ça veut partis dire politiques. que, bon, ça veut dire que, par exemple, s'il y a des discussions avec Yannick Jadot, comme on en a eu vent, tout est possible, peut-être dans les semaines qui viennent. Je ne pense pas que nous soyons à un moment de discussion bilatérale. Avec M. Jadot, ce qui a été proposé, c'était le maire de Romainville qui avait proposé une rencontre. Moi, par principe, je ne mets pas d'objection à des rencontres et à des conversations. Je pense qu'à l'heure qu'il est, ce qui est concevable, c'est une conversation ensemble, que nous nous retrouvions tous et que nous parlions. Parce que moi, à la différence des autres candidats, je n'ai pas fait le deuil de cette émission, de cette élection. Je n'ai pas fait le deuil de cette présidentielle. Je n'ai pas fait le deuil d'une action de la gauche pour soulager les personnes qui sont en difficulté. Je n'ai pas fait le deuil de pouvoir relever les bas salaires. Je n'ai pas fait le deuil de mettre un terme au fait qu'il y ait des salaires inférieurs au SMIC, qu'il y a des femmes, des milliers de femmes, des centaines de milliers de femmes qui rendent des services, des soins à domicile, tous les services du lien, du bien-être. Ce sont des femmes qui les assument. Pour la plupart, elles sont payées en deçà du SMIC. Je n'ai pas fait le deuil de cela. Je n'ai pas fait le deuil des luttes contre les discriminations et contre les exclusions. Mais Christiane Taubira, si je regarde vos mesures, dans l'ensemble des mesures que vous portez, revalorisation immédiate du SMIC à 1 400 €, création d'un impôt sur l'extrême richesse, référendum sur le nucléaire, fin de l'élevage industriel et de l'élevage en cage, revenu mensuel de 800 € pour les jeunes. Il y a une série de mesures qui sont là. En fait, moi, j'y retrouve aussi des mesures d'Anne Hidalgo ou de Yannick Jadot. Donc, alors, il y a des nuances sur le nucléaire, par exemple. Par exemple, vous faites un référendum alors que c'est moins significatif. D'accord. Absolument. Mais c'est de l'ordre de la nuance. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est à cette... un référendum, pardon, Madame Elkreyev, un référendum, c'est pas la nuance. Oui. C'est la souveraineté populaire. C'est pas de la nuance. Ceci étant, mais j'ai été la première à dire dès le début, la preuve que nous pouvons et que nous devons nous parler, c'est qu'il y a des convergences à gauche. Je l'ai écrit même dans une tribune. Donc, moi, je suis d'une cohérence absolue. C'est-à-dire que les positions que je prends aujourd'hui, ce sont celles que j'ai exprimées il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est que moi, je pense qu'il est indispensable et urgent que nous ayons un renouveau démocratique. Je m'inscris dans le risque démocratique. Je suis la seule à m'être exposée au risque démocratique de la primaire populaire. Alors que nous avons tous déclaré que nous étions favorables au référendum d'initiative citoyenne. C'en est un, j'étais la seule à m'y soumettre. Donc voilà, ma cohérence, elle est complète. Ce que je veux, c'est qu'à gauche, nous nous mettions au moins en capacité de cumuler les chances d'accéder aux responsabilités. Pas obligatoirement autour de vous, c'est ce que vous dites. Non, éventuellement, pas obligatoirement autour de vous. Absolument. Mais je ne peux pas, la première, dire que j'abandonne les Françaises et les Français lorsque je détiens le socle démocratique le plus important. Oui. Le plus important. Non pas de 10% supérieur aux autres, mais pratiquement le double du cumul des autres socles démocratiques. Donc moi, ce que je dis, conversation sans préalable, ensemble, cessons de capituler et de faire comme si cet échange s'est passé. Nous avons vu récemment des discussions sur les législatives. Mais enfin, quelle indécence, quelle indécence. Il y a des personnes qui tirent le diable par la queue et qui ne s'en sortent pas. Il y a des personnes qui subissent de terribles violences invisibles, les personnes qui envoient 300 demandes d'emploi et qui ne reçoivent jamais une réponse, les personnes qui pendant 6-8 ans attendent un logement parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux et de logements très sociaux, les personnes qui découvrent... Mais Christiane Taubira, vous êtes tous à défendre ces causes-là, donc... Quel est votre plus? Oui, vous avez été légitimé par cette primaire populaire. Ça vous paraît banal, Madame? Non, pas du tout. On a trouvé ça intéressant, même si le mode de scrutin a été jugé par des personnes qui, pendant 1 an, ont pris des séances de travail avec la primaire populaire et qui, 3 semaines avant le vote, parce qu'elles ne veulent pas s'y soumettre, trouvent à la primaire populaire tous les vices. Alors, quand la politique ressemble à ça, on comprend que l'abstention soit ce qu'elle est. Donc, votre réponse, c'est « Moi, j'ai la légitimité, je suis pour qu'on s'unisse, mais je ne vais pas reculer ni renoncer ». Si vous voulez le résumer comme ça, j'essaie de le résumer. C'est pas mal résumé. Mais il y en a qui parce que j'ai un mandat, oui. Parce que j'ai une loyauté vis-à-vis des personnes qui se sont rassemblées pour voter, qui ont pris la peine de voter, qui ont donc il y aura un bulletin, Taubira, dans l'isoloir, il y aura un bulletin à prendre Vous verrez bien, Madame Elkreyev, je répète, je me bats pour les parrainages et toutes mes équipes, toutes mes troupes sont très mobilisées. Nous nous battons pour les parrainages parce que c'est une échéance. Donc nous nous battons pour cela. Nous sommes dans un état de droit, nous respectons le droit et les règles. Donc vous appelez les maires et vous l'avez dit là-dessus. Tout à fait. Ensuite, je dis, je le répète,
une conversation possible à gauche. Mais je répète, je suis la seule à dire, mais nous avons un rendez-vous là avec la présidentielle. Les autres, nous voyons bien qu'ils sont sur les législatives ou sur une construction d'hégémonie, sur une gauche qui sera complètement déglinguée et rabougrie. Donc, mais vous savez ce que disent moi, c'est la clarté, moi, c'est le socle démocratique. Et je suis loyale, notamment aux personnes que je rencontre sur le terrain. Je vous répète que le rassemblement à gauche, il se fait indiscutablement sur le terrain. Vous savez ce que disent vos concurrents, adversaires, anciens amis, enfin ça, je ne sais pas très bien comment le définir, c'est que vous êtes galvanisés parce que vous avez des fans autour de vous, ce qui est normal, voilà, il y a des électeurs qui vous ont choisi, il y a des gens qui vous aiment, il y a des jeunes qui viennent à vos meetings, il se passe quelque chose. Mais que du coup, il y a une forme d'ego qui surnage et qui dit, en fait, oui, on m'aime, j'ai raison d'être là, et tant pis si c'est une candidature de plus. Alors, c'est intéressant parce que je constate que dans cette campagne, je suis la seule personne sur qui on s'autorise de grandes analyses psychanalytiques. Donc, il y a un de vos confrères... Moi, c'est un sujet qui m'intéresse en général. Qui a trouvé que j'avais de l'orgueil. Voilà, j'ai été parlementaire. J'ai laissé mon nom sur des textes de loi. On l'a vu. J'ai été garde des Sceaux, ministre régalienne, mais j'aurais de l'orgueil à vouloir participer à cette bataille. Alors que mes engagements, mis à part les querelles, les déformations, etc., mes engagements sont cohérents depuis plus d'une vingtaine d'années. Depuis mes engagements d'étudiante, d'ailleurs. Simplement, je ne suis pas une dogmatique. Je ne suis pas une dogmatique, je m'interroge, j'écoute, je travaille et je travaille avec les autres. Donc moi, je suis la seule à qui on se permet de dire est-ce que ce n'est pas de l'orgueil que vous soyez là? Et puis maintenant, c'est une question d'ego pour moi. Voilà, c'est une question d'ego pour moi. Bon, écoutez, madame, je ne vous fais aucun... Je pose des questions. Je pose des questions d'attention, mais c'est votre métier, madame. Et vous le faites avec un immense sourire. Donc, je devrais ne pas vous résister. Mais ça fait partie, en fait, des agressions. Je dis pas que vous m'agressez, non. Mais ça fait partie des agressions que subissent les femmes. Et moi, j'ai toujours... Non, vous ne pouvez pas dire que c'est une agression de ma part. Je vous pose une question comme journaliste. Non, c'est pas une agression de votre part. Non, bien sûr, la question, vous l'avez posée en disant « les autres disent ». Donc, je ne suis pas en train de vous dire que vous m'agressez en me disant cela, puisque vous ne m'avez pas dit, à mon avis, quand je vous écoute et que je vous vois, j'ai l'impression que vous avez un ego. C'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit, les gens disent, compte tenu de ce que vous avez autour de vous, compte tenu du fait... Mais cette jeunesse qui est mobilisée là, oui. Dites-vous bien, elle ne va pas rentrer chez elle. Elle ne va pas rentrer chez elle. Et moi, je vais l'aider à ne pas rentrer chez elle. Les citoyennes et les citoyens, ma candidature, elle a commencé, prise en main par environ 100 000 citoyennes et citoyens qui ne se connaissaient pas, qui ont décidé de se parler, qui ont décidé de se retrouver physiquement dans des villes, dans des villages, dans des quartiers, etc., et d'insister, indépendamment de ma personne. Oui. Ces citoyennes et citoyens sont en train d'ouvrir une voie démocratique. Et ces personnes-là non plus ne vont pas rentrer chez elles. Et elles aussi, je vais les aider à ne pas rentrer chez elles. Est-ce que vous voulez... On appelle cela de l'orgueil ou de l'ego. Est-ce que vous voulez, par votre parcours, par votre image, par votre identité et vos engagements, être l'anti-Éric Zemmour ? Non, moi je ne suis pas anti, je ne me définis pas par rapport à une personne en plus qui porte un tel discours de haine, de fragmentation de la société. Je ne suis pas anti. Monsieur Zemmour avait fait une proposition que nous débattions. Pour ma part, j'étais réticente, dans la mesure où je trouve que cette parole de haine, cette parole d'exclusion, cette parole d'humiliation, cette parole de surplomb sur des millions de citoyennes et de citoyens est insupportable et pourtant elle est confortablement installée dans l'espace public. Et je considérais que venir débattre avec ce monsieur, c'était d'une certaine façon contribuer à la réhabilitation et à la légitimation de cette parole. On va voir l'échange. Il y a eu un échange de tweets, c'était en janvier et on l'a retrouvé, puisqu'il y a eu je ne crains pas la bataille, auriez-vous dit, et c'était le 26 janvier, et il a dit c'est quand vous voulez, Madame Taubira. On a retrouvé le tweet. Oui. Et donc ce soir, vous nous dites bah oui, je veux bien. Non, j'ai fait la proposition. C'est lui qui a refusé. J'ai fait la proposition. À qui? Comment? Monsieur. Mon équipe a fait la proposition à un média. Je ne sais pas si c'est public, mais quand je sortirai, on vous le dira. C'est nous, dites-le nous là. Il me semble que c'est BFM. Il me semble que la proposition a été faite à BFM. Et monsieur Zemmour a refusé. Voilà, donc je le tenais pour le grand prédicateur de la peur. Je constate qu'en fait, c'est un pratiquant de la peur. Mais vous avez donc changé d'avis et vous aimeriez débattre avec lui quand même. Parce que en fait, en allant sur le terrain et en discutant avec les personnes,
Là, ce que je pensais, moi, c'est que venir débattre avec lui, c'est réhabiliter et légitimer, contribuer à légitimer cette parole de haine, cette parole d'exclusion, cette parole de l'extrême droite. Voilà ce que je pensais. En tout cas, voilà ce que je pensais. Les échanges avec les personnes sur le terrain, notamment. En tout cas, aujourd'hui, nous, on ne peut pas livrer la bataille. Livrez-la en notre nom. Livrez-la en notre nom. Et je dis oui, alors je la livrerai en votre nom. En tout cas, l'invitation est lancée et relancée, et elle est sur mon plateau, ici, à LCI, soyons clairs. Voilà. S'il change d'avis, et vous, en tout cas, vous êtes partante. Parce Il veut montrer qu'il n'est pas seulement un prédicateur de la peur, mais aussi un pratiquant de la peur. Si c'est un homme, qui vienne, quoi. Non, c'est pas à ce stade-là. Si c'est un vrai homme, qui vienne. Hein. Non, c'est pas à ce stade-là. Je fais de la politique. Et je mène des combats. C'est un combat essentiel. C'est un combat vital. C'est un combat vital. Alors, pour des millions de personnes dans ce pays, c'est un combat vital. Oui, parce que effectivement, il a un discours dur et violent envers une partie de la population française. Mais vous, je voudrais revenir sur vous et les critiques sur vous. Vous êtes critiqué aussi et présenté comme la candidate, je cite, woke. Vous avez vu, celle qui est éveillée. Et celle je me réjouis d'être éveillée, Madame El-Kayef. Et vous l'êtes, c'est clair. Mais celle aussi qui, peut-être, n'est pas si claire sur la laïcité. Vous avez entendu les critiques là-dessus. Vous avez eu des mots sur la laïcité qui écrasent, qui ont peut-être aussi choqué les radicaux de gauche qui vous soutenez, et qui ont choqué quelques socialistes. Par exemple, Michael Delafosse, le maire de Montpellier, qui dit: est-ce que la laïcité écrase quand elle refuse qu'un enfant n'assiste pas à un cours de théâtre ou de piscine à l'école? Est-ce qu'elle écrase quand elle interdit l'école religieuse à la maison? Est-ce qu'elle écrase quand elle promeut la liberté d'expression? Là-dessus, il y a une question, quoi. Vous êtes... Est-ce que vous êtes assez clair? Je suis extrêmement claire. J'ai écrit des livres, Madame El-Kayef. Rendez-vous avec la République 2006. D'accord? Nous habitons la Terre 2017. OK, très clair sur les questions de laïcité. Alors, c'est vrai que ce soit là. Alors, moi, les ailés, là, les ailés qui nous donnent de grands exemples, mais qui ne se battent pas pour que l'école publique laïque soit dans tous les territoires, que les gamines, les gamins puissent aller à l'école publique laïque, parce que c'est elle qui émancipe. C'est elle qui émancipe. Alors que, effectivement, dans la soirée, j'ai peut-être contracté 2 phrases, et que j'aurais dû faire 2 phrases au lieu d'en faire une. Oui, il y a une instrumentalisation dans ce pays. Il y a des personnes qui instrumentalisent la laïcité et qui, à ce titre-là, excluent des millions de citoyens a priori, lancent des paroles d'exclusion en permanence sous le prétexte de la laïcité. Donc je dis, à gauche aussi, vous voulez dire? Non, peu importe, je ne suis pas là pour désigner des personnes, ce sont des personnes qui font les tours des plateaux et des émissions que tout le monde connaît. Mais ce que je veux vous dire, moi je vous réponds sur moi. Alors, woke, le CNRS a déjà dit que, bon, voilà, c'est pas une réalité ni scientifique ni rien du tout. On m'accuse de tous les maux de la terre. J'ai l'habitude, j'ai l'habitude. Je suis venue dans ce combat, je connais la violence en politique et je sais que pour moi, la violence, elle est exponentielle. Je sais cela depuis longtemps. Je ne suis pas venue pour la découvrir. Vous êtes venu parce qu'il y avait une urgence et que vous pensiez que vous aviez un rôle à jouer là-dessus. Je termine sur la laïcité. Ce que je dis, la laïcité, c'est un principe de concorde. Et la laïcité, effectivement, elle émancipe et elle protège. Il y a des personnes qui s'en emparent et qui excluent des personnes. Alors, ceux qui donnent des leçons et qui surtout sont en responsabilité, qui s'assurent qu'il y a de l'école publique, qui s'assurent que les écoles privées sous contrat respectent la carte scolaire, c'est-à-dire la mixité. Il y a une révolution dans ce pays, c'est la révolution de l'école laïque et publique. C'est Jules Ferry. C'est dans votre programme. J'ai des reproches à faire à Jules Ferry, parce que c'est aussi la République coloniale, la Troisième République. Mais dans le territoire français, il y a une vraie révolution lorsque il dit qu'il y aura l'école partout. Vous avez Condorcet qui dit l'instruction publique, c'est 1793-94. L'instruction publique doit accueillir les filles et les garçons. Et l'instruction publique doit former des citoyens difficiles à gouverner. C'est ça qu'autorise la laïcité. Des citoyens difficiles à gouverner. C'est-à-dire qui s'éloignent, qui prennent leur distance avec la religion, qui prennent leur distance avec les autres déterminismes sociaux, familiaux, culturels, etc. C'est ça la laïcité. Alors, quand on va me reprocher toute ma vie d'avoir fait une phrase un peu rapide, j'assume qu'il y a des personnes qui instrumentalisent la laïcité pour exclure d'autres personnes, mais que la laïcité elle-même, en tant que telle, elle émancipe et les protège. Et j'exige
J'existe justement, contrairement au ministre de l'Éducation nationale, qui encourageait les écoles de la, je ne sais plus, bienvenue banlieue, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui encourageait cela. Non, moi j'exige qu'il y ait l'école publique partout, dans tous les territoires ruraux, dans tous les quartiers populaires, qu'il y ait l'école publique partout. C'est la désertification, effectivement. Et qu'il y ait les conditions de l'école publique, ça veut dire aussi respect des enseignants, conditions de travail pour les enseignants. La dernière question, où vous avez vu... Pardon, hein, je me rends compte que je m'échauffe. Non, mais vous savez que vous êtes fidèle à votre personnage et que c'est aussi votre qualité et votre talent. Et je parlais de talent et d'art oratoire et pour les femmes en l'occurrence, vous en êtes un exemple. J'ai quand même une dernière question parce que ça fait partie des reproches qui vous sont faits. C'était cette phrase à Assa Traoré. Vous êtes une chance pour la France, une femme qui a vécu un drame, mais qui en même temps dit que la France est un État raciste et que la police est raciste. Alors que vous étiez garde des Sceaux. Non, attends, oui, on arrête de comprimer le temps, de tout mélanger, etc. Vous n'avez pas changé. C'est comme le portrait, on prend un petit truc comme ça. Moi, je n'ai pas l'opportunité de répondre. Il n'y a pas l'avant, il n'y a pas l'après, il n'y a rien du tout. OK, on passe. C'est la nature de l'exercice. Moi, je parle depuis Cayenne. Je suis en duplex dans une émission et il y a, donc on me dit, il y a une invitée surprise, Assa Traoré. Assa Traoré a perdu son frère. La maman d'Assa Traoré a perdu son fils. Oui. Assa Traoré et sa maman saisissent la justice et se battent face à la justice. Moi, je parle de cela. Alors qu'on aille chercher le moindre détail d'un mot qu'elle a pu prononcer de la même façon qu'on me sort une vieille lune d'un vote en 1993, voilà. J'avais oublié que c'était en avril, par exemple. Peu importe. Non, moi, je assumez votre parcours. Vous dites vous-même, vous assumez votre parcours. Mais bien sûr. Voilà, bien vous êtes, madame. Voilà, il y a une cohérence. Non, mais je dis, le dire comme ça, sans la moindre explication, etc., personne ne comprend. Mais ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas là pour qu'on comprenne chacun de mes actes. Donc, je dis, Assa Traoré, elle se bat pour la justice. Il y a une manifestation qui se fait devant le palais de justice. C'est-à-dire que lorsque, dans une situation pareille, un homme est mort, dans une situation pareille, on dit la justice, nous demandons la justice, nous demandons la justice. Et je dis oui, c'est une chance. Je maintiens que c'est une chance pour la France. Quand on croit aux institutions françaises, et la plus haute de toutes, une des plus hautes de toutes, la justice, et qu'on dit que sur une douleur comme ça, insupportable, ce que je suppose pour la maman de Assa Traoré, sur une douleur pareille, je fais confiance à la justice, oui madame, je dis que c'est une chance. Alors Olivier Faure a répondu à votre proposition, à celle que vous venez de faire. Là maintenant. Oui, là maintenant. Alors je vais vous la lire, parce que, ou alors... Eh bien, dorénavant, c'est ainsi que les responsables politiques correspondent. C'est intéressant. Alors, chère Christiane, le patron du Parti socialiste ne siffle personne, c'est cela? Ah, c'est autre chose. Chacun est libre de ses engagements, d'accord. Bah oui. Et pas de procès entre nous. Voilà. Donc ça, c'est la réponse. C'est pas un procès. Moi, je croyais que c'était la réponse à l'offre de réunion. Oui, vous voyez, apparemment, c'est moins important. L'offre de conversation et de rassemblement pour essayer, avec l'énergie du désespoir, de gagner quand même à gauche, mais manifestement, c'est pas le sujet le plus important. Mais le sujet le plus important, c'est qu'éventuellement, il y a une candidature de gauche qui, à côté de celle de Jean-Luc Mélenchon, qui est en train de monter, une autre candidature de gauche qui existe, mais une seule. Donc vous ferez tout, je ne sais pas, si Yannick Jadot, vous et Anne Hidalgo, pour représenter cette gauche-là. Est-ce que c'est possible? Peut-être que vous êtes trop différents les uns des autres, en fait. Alors, il faut s'entendre. Hein. Tout à l'heure, nous avions tellement de convergences. Non, mais je vous pose... C'était pas compréhensible qu'on soit pas unis. Et puis là, maintenant, on est tellement différents. Je pose la question. Machin. Non, mais je vous ai déjà répondu, Madame Elkaïev. Je dis, moi, pas de préalable. Le rassemblement, je le vois sur le terrain. Je pense que les partis politiques, malgré leur état de grande difficulté actuellement, je maintiens d'ailleurs que moi, je suis persuadée que les partis politiques sont indispensables à la démocratie. Ce sont des structures de base de la démocratie. Mais il faut ouvrir les institutions aux citoyennes et citoyens. Ce sont des choses que je portais il y a une vingtaine d'années. La 6e République, je la portais en 2002. Donc le renouveau démocratique que je portais, la réforme des institutions, la séparation des pouvoirs, de même que l'économie sociale et solidaire, ce sont des choses que je portais. La lutte pour l'inclusion des personnes frappées de handicap, ce sont des choses que je portais déjà il y a une vingtaine d'années. Des combats que j'ai menés par la suite, aussi bien pour consolider, par exemple, le cadre juridique de l'économie sociale et solidaire, mais aussi sur la loi de 2005 pour le handicap. Donc voilà, ce sont des combats tout à fait constants, fiables, et qui sont des références.
Merci beaucoup d'être Merci de venu m'avoir sur notre reçu. plateau et merci d'avoir répondu avec votre énergie habituelle et votre flamme à mes questions, à nos questions. Et j'ai bien entendu, ça continue. Absolument. On va vous réécouter Merci, madame. et nos chroniqueurs viennent me rejoindre. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Moi, je m'en vais là. Il arrive toujours un moment. Il arrive toujours un moment où soit le patron du PS, soit le candidat PS siffle la fin de la liberté du PRG. Voilà. Donc, nous y sommes. J'observe simplement qu'il y a quand même des élus PRG qui disent publiquement qu'ils vont maintenir, ils vont confirmer la promesse de parrainage qu'ils ont faite. Mes équipes sont sur le terrain. Le PRG était une composante de ma base de campagne. Ma campagne repose principalement sur des citoyennes et des citoyens, sur des bénévoles, sur des mouvements, sur des collectifs. Donc, nous allons continuer. Voilà, Christiane Taubira qui a critiqué le Parti socialiste en disant qu'il avait empêché les radicaux de gauche finalement de soutenir sa candidature. Toujours la faute des autres. Alors, Jean-Michel Apathy nous a rejoint, David Revaud-Dallon, Judith Weintraub du Figaro Magazine. Merci Céla Bougriou, LCI-TF1. Merci Renaud Pilat d'être resté évidemment avec nous. Un petit mot juste là-dessus, sur le côté, bon, je continue. Je représente un mouvement populaire et en fait, c'est les autres qui ne veulent pas. Je continue. C'est la faute du Parti socialiste si ça se passe pas bien. Et c'est un scandale si j'ai pas mes parrainages. Alors ça, si vous voulez, Christiane Taubira, elle a des coupables tout désignés. Si son aventure s'arrête, et comme il y a de grandes chances qu'elle s'arrête, quoi qu'elle en dise, ben, ce sera toujours la faute des autres. Je trouve ça un peu déplorable, mais bon, en même temps, c'est la politique. elle a des combats constants. Elle l'a répété avec beaucoup d'énergie tout à l'heure qu'elle continue à porter. Oui, je crois que sur les parrainages, on ne peut pas quand même éviter de soupçonner le Parti socialiste d'avoir fait preuve par une forme de pression aux accords électoraux avec le Parti radical de gauche qui est très présent dans le Sud-Ouest. Bon, mais effectivement, Jean-Michel Apathy... C'est la vie politique, c'est la loi, qu'à avoir ses parrainages, peut-être, mais... Elle se débrouille, quoi. Voilà, on peut considérer qu'il y a eu aussi un coup tordu. Après, sur le j'irai jusqu'au bout, moi je constate quand même, pardon, c'est une question de forme, mais vous lui avez posé la question... Elle n'a jamais répondu, et je le sais parce que je lui ai posé la même question lors d'une interview il y a 15 jours. Elle n'a jamais répondu. Vous lui avez demandé est-ce qu'il y aura un bulletin dans l'urne Taubira le 10 avril. Elle n'a pas dit oui, il y aura un bulletin dans l'urne Taubira. Elle répond, elle dit qu'elle continue, mais en réalité, la même question a été posée à Anne Hidalgo, je pense, à peu près 72 fois depuis le mois de septembre, et systématiquement, Madame Hidalgo répond oui, bien sûr, il y aura un bulletin. Alors, Anne Hidalgo a dit aussi je ne serai jamais candidate. Hein. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Je participerai à la primaire, puis je ne participerai plus à la primaire. Alors, regardez le tweet d'Olivier Faure, qui a répondu en direct pendant notre interview à ce que disait Christiane Taubira. Chère Christiane Taubira, le patron du Parti socialiste ne siffle personne. Chacun est libre de ses engagements. Pas de faux procès entre nous. Mais on ne peut pas exclure que chez le Parti radical, les convictions et l'intérêt électoral aillent dans le même sens. Évidemment que le PS a dit vous êtes gentil, mais vos circonscriptions, vous avez un peu besoin de nous pour les conserver aux prochaines législatives. Et évidemment qu'il y a chez les radicaux des gens qui sont persuadés que la candidature de Christiane Taubira augmente la confusion et n'est pas bonne, voilà, et qu'elle devrait la retirer. Oui, alors déjà, il faut décrypter ce qui est amusant dans le tweet d'Olivier Faure, c'est qu'il dit le patron du Parti socialiste n'a pas, mais il dit pas la candidate Anne Hidalgo. Et comme on sait que les relations entre Anne Hidalgo et Olivier Faure sont mauvaises, en tout cas pas excellentes, voilà, il faut tout en ce moment, c'est tellement le bazar qu'il faut tout décrypter. Après, sur Christiane Taubira, c'est vrai que bon, c'est pas un secret que Jean-Michel Baillet, figure très influent du Parti radical dans le Sud-Ouest, est inquiet avec d'autres élus, effectivement, de continuer avec Christiane Taubira, parce que ce qui se joue là, c'est pas du tout la candidature de Christiane Taubira jusqu'au bout. Ce sont les législatives. Oui, mais elle l'a dénoncé. Elle a dit justement, moi je défends des causes, je défends des électeurs, je défends des jeunes et une primaire populaire. Eux, ils pensent aux législatives. Mais elle a entièrement raison. Elle a entièrement raison. Mais à ce moment-là, à un moment donné, il ne faut pas se mettre en soutien avec des gens qui, quelque part, instrumentalisent cette candidature. Elle est instrumentalisée, Christiane Taubira, à la fois par les radicaux et à la fois par d'anciens frondeurs du Parti socialiste qui, l'un veut créer une sorte de Podemos à la française, les autres veulent avoir effectivement des circonscriptions en disant tiens, on va quitter le giron du PS derrière Christiane Taubira. Ils se rendent compte que ça ne marche pas. Ils se rendent compte dimanche dernier, ils font le serment de Romainville. Non, mais attendez, là, c'est extraordinaire. Donc là, elle a raison effectivement de dire qu'on n'est pas dans une bataille législative, mais qu'elle prenne son envol. Qu'elle prenne son envol avec ses soutiens, libre aussi, tiens, comme une autre candidate,
qu'elle aille face aux maires. D'ailleurs, ça tombe bien, Bayrou a C'est- créé une sorte de site pour les maires, là, en disant vous pouvez candidater sans vraiment me soutenir. Bon, ben voilà, qu'elle se libère de ses soutiens. Mais c'est ce qu'elle compte faire dans les 17 Voilà. jours qui restent. Apparemment, elle a l'air de dire qu'elle va aller avec ses équipes à la recherche des maires. 17 jours, c'est le 4 mars que